Buenas tardes y bienvenidos al Museo del Prado. Hoy tenemos el placer de inaugurar el programa de conferencias El Museo Hoy y Mañana, dirigido por el profesor Fili de Montevelo, titular de la primera cátedra del Museo del Prado. Y he dicho placer, y muy pronto tengo que añadir el honor de iniciar estas reflexiones sobre los retos de los museos en el siglo XXI con una de las personalidades más influyentes, decisivas, de la historia del arte y de los museos en las últimas décadas, el profesor Michel Laclot, a quien agradezco su presencia hoy con nosotros. Creo, me va a permitir una exageración española, creo que es casi sobrenatural que en una misma persona confluyan dos grandes y paralelas trayectorias, la del investigador y estudioso, junto a la del responsable de la dirección de importantes proyectos museísticos, incluida la dirección de la madre de todos los museos, como es el Museo del Louvre. Sobrenatural, ejemplar, diría yo. De hecho, su faceta de estudioso la ha desarrollado en paralela a sus grandes responsabilidades como servidor público del Estado francés, primero como inspector general de museos de los museos departamentales, más tarde y durante un largo periodo como jefe de conservación del Departamento de Pinturas del Louvre y finalmente como director de esa institución en el momento en el que ha vivido su más reciente y profunda transformación. La verdad es que creo que se puede decir que si el Louvre es la madre de todos los museos, el profesor Laclot es el padre nada más y nada menos que del Museo d'Orsay, inaugurado en 1986, y, como decía, del grandísimo proyecto de ampliación del Grand Louvre, que estuvo bajo su dirección. Pero lo importante, yo creo que en estas grandes decisiones que se tienen que tomar y que ha tomado para desarrollar estos grandes proyectos que creo que han cambiado claramente la política museística internacional, son decisiones de un historiador del arte, o mejor, si queremos precisarlo más, de un historiador del arte que hace historia del arte en un museo, es decir, un conservador con un altísimo nivel de especialización. Y este camino lo demostró antes del Orsay y de la transformación del Louvre en la fantástica idea y realidad que se hizo realidad en 1976, como fue la concentración de la antigua colección Campana de primitivos italianos dispersa por más de 80 museos franceses en el Petit Palais de Avignon, como digo, en 1976. No quiero extenderme, su aportación como especialista en pintura francesa y pintura italiana renacentista se refleja en su ya larga bibliografía, larga lista de publicaciones fundamentales. Y también, como no puede ser de otra manera para alguien que hace historia del arte en un museo, a través de exposiciones memorables, que, como digo, es la forma de hacer y traducir la historia del arte desde un museo. Hoy, recibiéndole de nuevo en el Museo del Prado, solo quiero recordar una de esas exposiciones, como fue la última que realizó como director del Museo del Louvre, El siglo de Tiziano, en 1993. En aquella ocasión recibió, con los préstamos excepcionales que hizo nuestro museo, la manifestación del respeto y cariño de nuestro museo hacia su persona. Ahora, después de 15 años de abandonar la dirección del Louvre, renovamos nuestra consideración hacia él y, al mismo tiempo, solicitándole que nos transmita su sabia, su sabiduría, su experimentada visión de lo que somos, de lo que hacemos en nuestros museos hoy y, espero, mañana. Nadie mejor que el profesor Laclot para explicarnos el papel de la investigación y la especialización en el museo, su columna vertebral. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Laclot. Je n'ai pas tout compris dans ce que le directeur vient de dire, mais c'était beaucoup trop gentil, ça je peux le dire. Alors nous allons voir ensemble aujourd'hui une série d'images, beaucoup d'images,
qui illustre le propos que je vais essayer de développer sur le connoisseurship. Alors le mot connaisseur est français, est devenu connoisseur en anglais au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, où l'on utilise ce mot et le mot connoisseurship qui désigne l'expertise, la connaissance grâce à l'œil de l'œuvre d'art. Il est évident que je ne vais pas parler de ce sujet gigantesque aujourd'hui en détail. J'ai choisi, si vous voulez, deux angles de vue. D'une part, un point de vue un peu historique sur les principaux grands connaisseurs depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, disons, d'une part, et en illustrant chaque fois leur rapport, ce qu'ils ont trouvé, et d'autre part, je vais parler de certains résultats obtenus grâce à l'œil. Il est évident que dans notre métier, dans notre double métier, historien d'art et connaisseur, entre guillemets, connaisseur au sens d'expert, les deux se complètent. Pour un conservateur de musée, il est essentiel d'être connaisseur. Et dans un sujet qui peut être réduit, c'est pas qui peut être, je suis de ceux qui pensent qu'il vaut mieux savoir très bien un sujet que de savoir tout sur rien, ou rien sur tout. Et les généralistes, dans ce domaine-là, sont très utiles, évidemment, mais n'ont pas le pouvoir de perception, me semble-t-il, que réclame l'étude d'un sujet réduit, précis. D'autre part, les historiens d'art, disons, universitaires, peuvent ne pas être connaisseurs. Beaucoup de grands historiens d'art du passé et même du présent ne cherchent pas à être connaisseurs, à faire de l'expertise, mais ils ont tendance, nous y reviendrons, à négliger l'aspect que nous allons étudier aujourd'hui. Donc, pour le métier de conservateur, les deux sont nécessaires, une vision précise et l'habitude de regarder l'œuvre d'art elle-même et pas sa photo, l'œuvre d'art, et d'autre part, une vision d'histoire de l'art qui permet aux conservateurs à la fois d'écrire des catalogues, de traiter des sujets d'exposition un peu généraux ou précis, également avoir une opinion précise dans le cadre d'une vision plus générale sur l'œuvre qu'il étudie. Alors, je vais tout de suite commencer à montrer quelques images, en commençant d'abord par parler très rapidement d'un problème fondamental qui est celui avant même de savoir de qui est le tableau, problème donc d'attribution, si l'œuvre est originale. Le débat qui a entouré les deux images que je vous montre est un peu le début, précisément, de ces discussions sur le connoisseurship. Il y avait eu au XVIIIe siècle et au XIXe siècle énormément d'experts, d'amateurs, de collectionneurs, de marchands qui faisaient marcher leur œil, si je puis dire, pour une attribution. C'était nécessaire pour les inventaires de succession, pour la constitution des grandes collections princières européennes au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Et à partir du moment où les musées se sont ouverts, ce sont les conservateurs qui ont pris un peu le relais de cette nécessité de séparer le vrai du faux. Alors ça, c'est une histoire qui a eu lieu en Allemagne aux environs de 1872, quelque chose comme ça, et qui a fait un grand scandale dont on a parlé dans toute l'Europe lorsque un connaisseur a dit « le tableau, celui qui est à droite sur l'écran, n'est pas de Holbein, comme on l'a toujours cru, c'est une copie ancienne mais tardive, du XVIIe siècle, du tableau qui est à gauche et qui est maintenant reconnu comme l'original. » Donc il y a là vraiment la naissance d'une compréhension nouvelle de l'œuvre d'art, sachant que dans la discussion étaient en lutte deux types de connaisseurs, le peintre et l'historien d'art. Et jusqu'alors, les peintres avaient toujours le dessus. Beaucoup des inventaires, des études de collections princières sont faites par des peintres. Lebrun, par exemple, qui était le grand peintre de Louis XIV, c'est lui qui faisait les inventaires de la collection. Et cette tradition de connaissance à travers les peintres eux-mêmes, les artistes, a duré très longtemps. Et cette affaire-là est une des moments où on a compris que le peintre pouvait vraiment se tromper. Et nous le savons maintenant, il y a assez peu de peintres qui sont vraiment
autre chose que des yeux, et donc et sans problème, sans forcément reconnaître le vrai du faux. Alors, deuxième affaire, qui celle-ci est beaucoup plus récente, mais qui a également beaucoup fait parler d'elle, et qui est sur le même problème du vrai et du faux, c'est les travaux d'un comité hollandais, mais international, plus ou moins, qui était sur la recherche autour de Rembrandt. Rembrandt est un peu comme Goya d'ailleurs, un artiste à qui on a attribué beaucoup de tableaux, un peu sur une légende. On a toujours considéré que Rembrandt, à la fin de sa vie, était très seul, avec sa vieille maîtresse, abandonné par tous, et que donc il a très peu produit. Et en fait, on sait maintenant, grâce à des études récentes, qu'en fait, il n'était pas du tout isolé, il avait beaucoup d'élèves, beaucoup de copistes, beaucoup d'admirateurs. Donc on a aujourd'hui fait la part des choses, et on a attribué à certains artistes, comme Drost, qui est un très bon peintre, d'ailleurs un élève de Rembrandt, le très fameux cavalier polonais, qui était longtemps une des gloires de la collection Frick à New York, qui, comme vous savez, est un musée de chefs-d'œuvre choisi et payé très très cher, donc pour faire ce musée exceptionnel. Aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, le tableau n'est plus dans le catalogue de Rembrandt. C'est plus grave pour le tableau qui est à gauche, le fameux Homme au casque d'or, qui a toujours été considéré comme un chef-d'œuvre de Rembrandt, etc., et qui, lui, est vraiment, ça n'est pas un faux, c'est un pastiche. C'est un tableau qui a été, du XVIIe siècle, qui a été arrangé, etc., pour en faire un Rembrandt. Donc, on se rend compte que là, la frontière entre le faux, le vrai, le pastiche est difficile, et c'est là où le connaisseur, qui, dans ce cas-là, peut être aidé par des moyens modernes, scientifiques, techniques, de distinguer l'un de l'autre. Et la troisième affaire qui a beaucoup marqué, c'était dans ma jeunesse, je m'en souviens très bien, on n'en parlait que de ça, c'est l'affaire Van Meegeren. Van Meegeren était un peintre hollandais qui a été mis en prison en 1945, au moment de la libération où les Allemands ont quitté la Hollande qu'ils avaient occupée. Et il a été mis en prison non pas pour faux, mais parce qu'il avait collaboré avec les nazis. Et il avait vendu au maréchal Göring, qui voulait une très grande collection, un tableau de Vermeer. Il a été mis en prison et à ce moment-là, très publiquement, il a dit non, je n'ai pas vendu un tableau de Vermeer à Göring, j'ai vendu un tableau que j'ai fait moi. On a hésité, on s'est dit mais c'est pas possible, etc. Et vous voyez la photo qui est en haut à droite, il a montré devant le tribunal qu'il était capable de faire un faux Vermeer. Alors, l'histoire s'est arrêtée là, il est mort très peu de temps après d'ailleurs, mais ça a révélé la possibilité de fabriquer intelligemment, car l'homme était une espèce de génie évidemment, ce qu'on attendait. Les grands spécialistes de Vermeer savaient qu'il avait fait dans sa jeunesse quelques tableaux religieux, notamment un Christ avec la Madeleine, mais après surtout des scènes de genre, comme celui que vous voyez à droite, qui est aussi un tableau de Van Meegeren. Donc, mais on attendait un tableau religieux de sa maturité, du moment où il était en pleine possession de tous ses moyens. Et c'est ce qu'a fait, avant la guerre d'ailleurs, Van Meegeren. Il a imaginé un Vermeer en utilisant les mêmes pigments, la même technique, la même toile et une très savante utilisation du four pour obtenir les craquelures. Et il a fait ce tableau qui a été acheté très cher par le musée Boijmans à Rotterdam en 1937, je crois, ou 1938, et qui avait été reconnu par tous les spécialistes. Alors évidemment, la guerre est venue, on a un peu oublié tout ça, mais après la guerre, le procès de Van Meegeren a également été le procès des mauvais connaisseurs. Et parmi les mauvais connaisseurs, il y avait malheureusement quelques grands historiens d'art hollandais qui s'étaient complètement trompés. Alors voilà 3 exemples, et j'en ferai pas d'autres, de ce problème du vrai et du faux. Alors maintenant, nous allons suivre un peu plus l'histoire, en essayant de voir ce que fait le connaisseur. La première chose qu'il fait, évidemment, c'est de donner une attribution. Soit le tableau est en vente, soit il est dans une réserve de musée sans attribution, soit il a une mauvaise attribution. Et le vrai connaisseur est celui qui dit « c'est un tel, à tel moment, et pour quelle raison ». C'est un acte d'ailleurs très mystérieux, et il faudrait qu'un psychanalyste ou un psychiatre ou un psychologue, je ne sais pas, étudie le phénomène. Parce que c'est un phénomène qui est lié à la mémoire visuelle. C'est vraiment de la même façon que les connaisseurs de vin arrivent à l'aveugle à dire ça c'est un Clos Vougeot 1925, exactement la même chose.
le connaisseur en peinture dit ça c'est un Vermeer 1774. Enfin, il n'arrivait pas à la précision, mais enfin c'est un Vermeer. Et c'est un phénomène de mémoire visuelle extrêmement rapide. Tous ceux qui en ont l'habitude savent qu'en général, la réaction, le déclic qui fait qu'on dit c'est d'un tel est très rapide. C'est pratiquement un phénomène de mémoire qu'il faut chercher dans le crâne, évidemment. Alors, tout le monde n'est pas capable de faire ça, tout le monde ne reconnaît pas les vins, tout le monde ne reconnaît pas les tableaux anciens, évidemment. C'est une sorte de don qu'on a ou qu'on n'a pas. Bien, alors, ceci étant dit, revenons maintenant à ce que je vous dire, à mon petit discours. Donc, voilà une série de noms qui vont apparaître maintenant, que je vais illustrer par quelques images. Il est évident qu'ici, il y a beaucoup de grands noms qui manquent. J'ai évidemment plutôt choisi des artistes, des connaisseurs sur les périodes que je connais un peu moins mal que d'autres, c'est-à-dire plutôt les primitifs italiens et français. Je n'ai pas, il y a des grands connaisseurs, par exemple en Espagne, que je ne cite pas, et aussi, précaution absolue, je ne cite pas de personnes vivantes, pour la bonne raison que je ne veux pas perdre les amis qui me restent et que je n'aurais pas cités. Alors voilà le début de l'histoire. Ça se passe sous le Second Empire, donc dans les années 1850-1860, au moment où un journaliste, donc qui s'appelait de son prénom Torré, qui était républicain, donc quitte l'Empire, enfin la France, et s'installe et fait le tour de l'Europe grâce à son métier de journaliste. Il prend un surnom, Burger, Torré Burger, et c'est lui qui petit à petit, en quelques années, va dans tous les musées d'Europe et dans certaines collections pour trouver Vermeer qui n'existait plus. Il est très frappant que dans un livre célèbre écrit par Fromentin qui s'appelle « Les maîtres d'autrefois », qui est un livre magnifique d'ailleurs, où il étudie tous les peintres hollandais, y compris des petits maîtres, il n'y a pas Vermeer. Vermeer n'était plus dans l'histoire. Et le mérite de Torré a été de chercher à gauche, à droite, dans tel musée allemand, beaucoup en Allemagne, en Hollande évidemment, d'une part des tableaux éventuellement signés Vermeer, qu'on confondait avec un autre Vermeer d'ailleurs, ou pas signé et qu'il attribue à Vermeer. Il a reconstitué, donc, et le noyau qu'il a créé a été augmenté depuis, évidemment, mais reste extraordinairement fiable. Et son œil s'est exercé à cela. Ça n'a pas duré longtemps, il est mort très tôt, il est mort en 69, je crois, et donc juste avant de terminer, au moment de terminer son gros travail sur Vermeer. Il est amusant d'ailleurs que dans La recherche du temps perdu de Proust, le personnage central, Swann, cherche Vermeer. Dans sa jeunesse, donc à peu près à l'époque de Torré, puisque au moment où on trouve Swann, il est déjà mûr, dans sa jeunesse, il a fait le tour d'Europe pour chercher les tableaux de Vermeer. Alors vous avez des exemples ici, parmi beaucoup d'autres, de tableaux qu'il a ainsi redécouverts, comme le tableau à gauche qui est à Dresde, le tableau qui est à droite, qui est un tableau extraordinaire, un tableau un peu ingrat. Cette jeune fille est beaucoup moins belle que la femme à la perle du même Vermeer, et que Torré avait trouvé chez le duc d'Arenberg à Bruxelles, qui est une grande famille de Bruxelles et qui est aujourd'hui au Metropolitan Museum. Donc le cas d'une redécouverte de la preuve que l'histoire de l'art se nourrit de redécouvertes. L'histoire du goût bouge et l'histoire de l'art elle-même est enrichie par les découvertes successives des primitifs italiens, des primitifs flamands, je cite uniquement les primitifs évidemment, les primitifs espagnols et enfin les primitifs français au début du XXe siècle. Alors, deuxième personnage, qui lui n'est pas un personnage modeste, c'est un personnage qui a beaucoup travaillé, qui est donc Cavalcaselle, avait été à Londres et il avait rencontré là un journaliste, historien d'art excellent, Crowe, et tous les deux, ils ont écrit plusieurs livres, dont le plus important est une nouvelle histoire de la peinture en Italie, et qui est une révision complète de tous les tableaux qu'il pouvait voir, toutes les fresques italiennes qu'il pouvait voir, aussi bien en Italie qu'ailleurs. C'est la première grande histoire complète, après Lanzi, qui était évidemment un peu légendaire, accrochée vraiment aux œuvres elles-mêmes, avec un œil
extraordinairement perspicace. Je vous ai montré là un détail de ces carnets qui sont conservés à Venise aujourd'hui, qui sont des carnets entièrement pleins de ces petits dessins avec des annotations de toutes sortes de couleurs, de styles, etc., qui, bien qu'à l'époque on utilisait déjà la photographie, lui s'appuyait sur ces petits dessins. Je vous montre un tableau parmi d'autres, évidemment, de tout ce qu'il a redécouvert. Parce que non seulement il découvrait les œuvres elles-mêmes, n'est-ce pas, et c'était déjà bien, mais il les replaçait dans un contexte historique. Ce n'était pas simplement une attribution en l'air, c'était vraiment une vision générale de la peinture italienne qu'il a été le premier, en fait, à inventer, si je puis dire, ou à réinventer. Alors le tableau qui est à gauche, Antonello da Messina, qui est un tableau archi-célèbre, donc était attribué tout simplement à un Bonsignori, qui est un peintre très secondaire, véronnais de la fin du XVe, donc qui passait complètement inaperçu. Et aujourd'hui encore, il faut relire Cavalcaselle. Très souvent, il y a des informations ou des notes intéressantes, parce que lui il fournissait les attributions et la réflexion générale, et Cao mettait ça en bon anglais. Alors, un autre personnage de la même époque, complètement un personnage public, il est devenu sénateur, il a joué un rôle très important au point de vue de l'influence italienne en général en Europe, c'était Morelli. Alors Morelli a été, au début, on s'est beaucoup moqué de Morelli parce qu'il avait fait de façon un peu systématique, un peu trop, comme ça, un peu pesante, une façon de reconnaître les peintres, distinguer les peintres des uns des autres par la façon dont ils dessinaient les oreilles, le nez, les pieds, etc. C'était un peu ridicule. Donc, je vous montre une planche parmi d'autres de son traité. Heureusement, il valait beaucoup mieux que ça, et ce procédé, comme un otorino qui regarde les nez, les oreilles, etc. Donc, il avait un œil aussi très fort, et il savait en plus très bien lancer sa publicité, et que toutes ces découvertes étaient tout de suite répandues dans toute l'Europe. Et à Dresde, là encore, il a aussi changé beaucoup de choses, puisqu'il a en somme débaptisé le tableau qui est en haut, qui a été détruit à la dernière guerre, qui était attribué à Correggio, en disant c'est pas du tout Correggio, c'est un tableau d'après un peintre hollandais de la fin du XVIIe. On était donc très très loin de l'attribution. Et en dessous, c'est un des tableaux les plus célèbres aujourd'hui de la peinture vénitienne, donc qui était dans les réserves à Dresde comme copie par Sassoferrato, donc un peintre du XVIIe, d'après Titien. Or, il a découvert, non, c'est Giorgione, on peut discuter sur Giorgione aujourd'hui, hein, d'accord, mais enfin, il a quand même montré que c'était un grand chef-d'œuvre, donc qu'il a révélé de cette façon-là. Alors Morelli a eu beaucoup d'élèves, a été beaucoup encensé, il a eu toute une série, nous sommes là à la fin du XIXe siècle, et on allait voir Morelli, le sénateur Morelli, etc. Mais son œuvre, qui a été réétudiée récemment par une universitaire américaine, Jane Anderson, qui a fait un très bon travail sur Morelli, Jane Anderson, a montré que l'homme était mieux que ce côté un peu trop provocateur et show business, si je puis dire, qu'il a eu pendant sa vie. Alors, c'est le moment, là nous sommes dans les années 90 à peu près, où la figure du connaisseur, grâce à des personnes comme Cavassel ou Morelli, commence à prendre une image publique. Ça devient un personnage. On en voit dans les romans, on en voit dans la caricature, et je vous montre un exemple parmi d'autres. D'abord, les amateurs, par Daumier. Il a fait beaucoup de tableaux ou de dessins. Ça, c'est un dessin qui est à Londres, pour montrer des amateurs en train de regarder des images, des estampes ou des dessins. Et à droite, cette caricature du journal anglais Punch, où l'on voit un jeune homme comme ça, qui hésite, parce qu'on lui dit « ça doit être de Botticelli ». Et il répond, peut-être vous pouvez lire le texte d'ailleurs, moi je ne crois pas que ce soit Botticelli parce que je ne suis pas assez ému pour cela. Donc c'est une façon de se moquer un tout petit peu du côté comme ça, un peu exagéré et un petit peu snob aussi de l'amateur éclairé. Alors ensuite vient l'incarnation même internationale du connaisseur qui est Bernard Berenson, qui était donc d'origine européenne, mais qui est installé
aux États-Unis, qui était un wonder boy très extrêmement précoce dans ses travaux. Il a été tout de suite à Harvard et il a été tout de suite encouragé par des gens plus riches qui l'ont aidé à faire son métier, qui était celui d'historien d'art. Il est venu en Europe et il s'est installé définitivement à Florence. Sa villa existe toujours, Itati, qui est un endroit extraordinaire, qu'il a légué d'ailleurs avec les collections et la bibliothèque à l'université de Harvard. Et il s'est lui aussi fait un personnage humaniste, donc s'intéressant à énormément de choses, une culture profonde, aussi bien chinoise qu'européenne, etc., et un œil infaillible. Ce qui lui a permis d'aider, de conseiller beaucoup de marchands, et c'est l'époque où vraiment les marchands, à commencer par Joseph Duvin par exemple, qui était à Londres, commencent à faire les grandes collections américaines qui vont devenir les musées américains, et que Berenson se donne un peu pour tâche d'aider, évidemment en étant très bien payé, Duvin et quelques autres marchands, d'aider également des collectionneurs, par exemple Elizabeth Seward Gardner à Boston, dont le musée est entièrement fabriqué, plus ou moins sur les conseils de Berenson, pas seulement de tableaux italiens d'ailleurs, donc a gagné tellement d'argent qu'il a pu lui-même acheter cette villa, l'agrandir, se faire une collection, et on le voit là à gauche devant un tableau de Domenico Veneziano très important, qui est toujours d'ailleurs à Itati, et jusqu'à la fin de sa vie, il est mort en 1958, vous voyez à la droite, continuant à recevoir les duchesses, les marchands, les amateurs, les historiens, avec entouré de jeunes femmes qui s'occupaient de lui. C'était un personnage qui était devenu mythique presque. Et ce côté mythique était parfaitement justifié parce qu'il était incontestablement une sorte de génie de l'œil. Et il se donnait énormément de mal pour cela, puisqu'il a en fait le tour de l'Europe dans les années 90-95 avec sa femme, Mary Logan, qui était elle-même historienne d'art, que vous voyez ici. Et donc, ils ont un peu partout corrigé les attributions fautives de la peinture italienne du XIVe au XVIe siècle, c'est-à-dire la Renaissance, les primitifs et la Renaissance, en laissant de côté le reste. Et il allait un peu partout, et c'était en général, les gens étaient terrorisés, parce qu'effectivement, il était tellement sévère que, dans son jugement, et tellement juste, qu'il a désacralisé beaucoup de tableaux. Je vous montre un tableau parmi d'autres, parce que le tableau était un tableau célèbre qui est au musée de Montpellier, qui d'ailleurs est un très beau tableau, c'est pas du tout un tableau médiocre, mais qui n'est pas Raphaël, évidemment, et qui est sans doute Brescianino, le peintre siennois Andrea del Brescianino. Donc, commençant ainsi, il a décidé de faire des textes sur la peinture italienne, qui ont été traduits dans toutes les langues très vite jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et à la fin de ces textes, de ces essais, des listes par artiste, et qui étaient évidemment très sévères, n'est-ce pas, puisqu'il retenait ce qu'il estimait de l'artiste, et il ne parlait pas des autres, ou il les attribuait à des artistes moins importants. Donc ces fameuses listes de Berenson ont poursuivi jusqu'à pratiquement après sa mort, ont été continuées d'après ses indications, et on trouve encore les gros livres des différentes écoles de peinture avec les fameuses listes de Berenson. Alors, il est aussi de ceux qui ont créé, et ça c'est intéressant pour l'œil, des artistes dont on ne connaissait rien au point de vue de l'identité historique. Donc, regroupant des tableaux qu'il estimait de la même main et leur donnant un nom. On a fait ça dans toutes les écoles, le maître de Flémal, etc., etc. Maître de Moulin, beaucoup de maîtres allemands, par exemple, également. Donc, maître MS. Et lui, il a préféré, au lieu de dire maître de, il a toujours donné une indication de style à ses créations. C'est le cas de cet Alunno di Sandro Botticelli, qui est un élève, donc d'après le titre de Botticelli, et dont plus tard, on a dit, mais non, c'est Filippino Lippi, jeune, près de Botticelli. Et Berenson, d'ailleurs, a accepté que sa créature retrouve une identité. Vous avez deux tableaux très beau de cet artiste. En bas, c'est un tableau qui est entré au Louvre il y a une vingtaine d'années, qui est un chef-d'œuvre et qui fait partie d'une série de cassone, dont l'autre cassone est à Chantilly, et les petits morceaux sont dans différents musées, notamment à Ottawa.
Alors, ça, c'est le côté Berenson, mais il y avait un autre, donc Florence, et les États-Unis en plus, il y avait un autre pôle très remarquable en Europe à ce moment-là, c'était Berlin. Berlin venait de gagner la guerre contre la France en 70-71, triste pour la France, très bien pour la Prusse, devenu l'Empire, et le Reich, le Deuxième Reich, a souhaité donc développer à Berlin, pour bien marquer que c'était la capitale, et que ce n'était pas Munich ou une autre ville, ni Dresde, donc de développer encore plus le grand musée. Et ils ont eu l'intelligence de regrouper dans une ville qui avait déjà compté de grands spécialistes, comme Wagen par exemple, ou d'autres, enfin, toute une série de grands historiens d'art, un groupe de grands conservateurs dirigé par Wilhelm von Bode, que vous voyez à droite, dessiné par son ami Max Liebermann, qui était à l'époque le peintre le plus célèbre d'Allemagne, et à gauche, le petit au milieu, c'est aussi un autre génie, c'est Friedlander, qui donc a été pendant très longtemps le conservateur des peintures allemandes et flamandes de Berlin. Et à ce moment-là, autour de 1900, et c'était dans tous les domaines, l'archéologie, etc., etc. Il suffit de voir aujourd'hui les musées de Berlin, l'étendue de leur intérêt, qui étaient vraiment des gens de tout premier ordre. Évidemment, pour un Français comme moi, j'ai tendance à dire, bon, c'est une marque d'impérialisme. J'ai tort, évidemment, de dire ça, car c'était tout simplement une preuve de talent et presque de génie par ces gens. Et à l'époque, le Louvre était... Il y a une histoire célèbre, je suis désolé, je vais encore vous revenir très longtemps. Ben, bref, que le conservateur des peintures du Louvre, sachant qu'il y avait un tableau très important en Espagne, donc à Monteforte, de Hugo van der Goes, oui, je dis bien l'adoration des mages, donc a pris le train difficilement, est allé voir dans le couvent, et le supérieur du couvent lui a dit « Ah ben, vous arrivez trop tard, Friedlander vient de l'acheter ». Donc c'était la course à ce moment-là aux achats entre Londres, Berlin, Paris, etc. Et Berlin était toujours gagnant avec des moyens financiers considérables. Alors voilà Friedlander, justement, donc, qui a continué jusqu'après la guerre. Il a réussi à rester en Europe, il est resté caché, il était d'origine juive, je pense, il est resté à Amsterdam pendant toute la guerre, et il a encore continué à travailler après la guerre. Et je vous signale qu'il y a un petit livre de lui, qui a été traduit, je pense, en espagnol, en tout cas, il était écrit en allemand, traduit en anglais, en français, qui s'appelle « De l'art et du connaisseur », et qui est un petit manuel très simple, très, très direct, où il expose un peu ce que je vous dis actuellement, mais de façon évidemment géniale, très simple sur les attributions, sur les copies, etc., le style en fait. Donc, si vous le trouvez, achetez-le. Alors voilà un exemple parmi beaucoup d'autres choses de son talent, puisque les deux tableaux qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, n'est-ce pas? Le grand Hugo van der Goes, donc qui est aujourd'hui à Berlin, et le Christ de Bellini, qui est au Louvre, étaient tous les deux attribués à Lucas van Leyden, qui n'a de rapport ni avec l'un ni avec l'autre. Donc vraiment, là, on voit le talent, si vous voulez, Aujourd'hui, ça nous semble un peu évident, ces choses, mais encore faut-il les trouver. Alors, un autre Allemand qui a été formidable, lui aussi, c'est Hermann Voss, donc, qui, pendant la guerre, en 1915, à un moment où, évidemment, moins qu'on en puisse dire, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de rapports autres qu'à travers les armes entre la France et l'Allemagne. Donc, il publie dans je ne sais plus quelle revue allemande, le Zeitschrift von Kunstgeschichte, je pense, un article où il révèle un nouveau peintre, inconnu, complètement inconnu, qui était Georges de la Tour. Puisque le tableau qui est à gauche, le nouveau-né, était un tableau assez célèbre, parce qu'il est tellement frappant qu'il avait beaucoup frappé, effectivement, les amateurs, les visiteurs. Il avait été attribué, bizarrement, à Schalken, peintre en effet qui fait des tableaux comme ça, à la lumière de la bougie, donc hollandais 17e, ou, ce qui était moins sot, au frère Le Nain. Et Hermann Voss, qui avait beaucoup voyagé, avait remarqué au musée de Nantes, donc pas très loin de Rennes, 2 tableaux signés de la Tour, que personne n'avait identifiés, on ne savait pas qui étaient ceux de la Tour, et il a fait le rapprochement, et ensuite c'était l'ouverture complète, d'autres tableaux sont arrivés, et Georges de la Tour a pris une consistance. Et le même si, voilà. Le même Voss, alors là, il était suivi par d'autres. On avait compris quand même que Georges de la Tour était un personnage très important. Donc, par exemple, Louis Demont, qui était un Français qui est mort trop jeune, mais qui avait un œil extraordinaire,
avait déjà fait le rapprochement avec la peinture claire, c'est-à-dire non plus à la lumière de la bougie, mais à la lumière du jour, comme le joueur de vielle que vous avez au Prado et comme le tableau que vous voyez sur l'écran. Et à l'époque aussi, le tableau qui est à droite, le joueur de vielle, qui est un grand chef-d'œuvre, était attribué à la peinture espagnole. Ce qui n'est pas, d'ailleurs, ce qui est assez souvent le cas pour les tableaux devenus Georges de la Tour, vraiment. Donc voilà une deuxième création d'un grand artiste. Et à gauche, vous avez un tableau signé, alors donc, que nous avons eu la chance de pouvoir acquérir donc il y a une trentaine d'années pour le Louvre. Alors avec Vermeer et Georges de la Tour, nous avons deux exemples de création pure d'artistes complètement inconnus, donc révélés grâce aux connaisseurs. Alors maintenant, je vais revenir assez souvent sur Roberto Longhi, que j'ai beaucoup connu et admiré, et qui en effet certainement au XXe siècle un des 2 ou 3 grands historiens d'art internationaux, qui a énormément publié, en général dans les revues qu'il a successivement dirigées ou dans des livres. Et je vous montre un exemple parmi beaucoup d'autres de ce qu'il a démontré. C'est un tableau qui avait été attribué par tout le monde à Pezzellino, le peintre florentin, élève de Filippo Lippi, et que Berenson donc, avait mis dans ses listes comme Pezzellino. Et Longhi, non, ce n'est pas ça du tout, c'est un autre, Domenico Veneziano, contemporain, mais qui a une culture totalement différente, une culture qui va complètement orienter la peinture florentine vers 1440, 1450 environ, et, vers autre chose, et notamment vers Piero della Francesca. C'est chez Domenico Veneziano que s'est formé le jeune Piero della Francesca, qui allait devenir d'ailleurs un des héros de Longhi. Autre exemple, parmi les centaines évidemment, d'attributions tout à fait inattendues de Longhi qui se sont révélées complètement vraies. C'est ce tableau qui était dans les listes Berenson, très peu connu, comme Cariani, peintre vénitien intéressant mais secondaire du début du XVIe siècle. Et Longhi a eu le génie, pas d'autre mot, de dire non, c'est Bellini tout à fait à la fin, au moment où il commence à voir l'évolution de la peinture vénitienne vers 1510, juste avant sa mort, avec Giorgione et Tiziano, qui étaient ses 2 élèves. Et donc cette intuition de faire de Bellini, à la fin de sa vie, presque un suiveur de ses élèves, si on peut dire, était tout à fait extraordinaire. Et alors Berenson, au début, était de très mauvaise humeur. J'avais montré ce tableau, c'était le dernier tableau d'une exposition que nous avions faite en 1956, vous voyez que ce n'est pas d'hier, donc au musée de l'Orangerie à Paris. On avait regroupé les tableaux, les tableaux italiens 14 et 15e siècle des musées de province français. Et ce tableau terminait l'exposition avec l'attribution évidemment à Bellini. J'étais un peu ennuyé, j'ai écrit à Berenson, il m'a répondu. Je suis d'accord avec le professeur Longhi. Alors c'était évidemment... Vous voyez comme il avait l'air malin, Longhi, hein, vous voyez sa photo. Alors également, le deuxième héros de Longhi, c'était Caravaggio. Car il avait, c'est aussi rare dans les grands historiens d'art, une ouverture sur 5 ou 6 siècles, n'est-ce pas, depuis le XIIIe, l'époque de Cimabue, etc., et de Duccio, jusqu'au XVIIIe siècle. Et pas seulement l'Italie. Et il a publié beaucoup sur le caravaggisme. On a republié récemment tous ses textes. Et d'une part, il a élargi le champ du caravaggisme à l'Espagne, évidemment, à la Flandre, à la France. Je vous montre un exemple en haut d'un tableau qui était attribué évidemment à Valentin. En général, c'est Valentin ou Manfredi. Et il a montré que c'était Tournier, qui est un peintre installé à Toulouse, après avoir été à Rome, et qui retrouve tout à fait les sujets caravagesques. Et à gauche, ça c'est une histoire que j'aime bien raconter parce que j'ai vécu la chose. Longhi venait à Paris à peu près 2 fois par an, il restait une bonne semaine à Paris, il aimait beaucoup Paris, parlait et écrivait français parfaitement, et chaque fois, moi j'étais un petit jeune homme, un petit conservateur, je lui apportais des masses de photos de choses qu'on avait trouvées récemment. Et dans une masse de photos, en général, il était très généreux, hein. Il donnait les attributions et permettait aux petits jeunes de publier sous leur nom ce qu'ils voulaient. Je lui montre la photo de ce tableau et je l'ai vu tout d'un coup comme ça. Et il me dit, où est le tableau? Je lui dis, c'est une donation récente au musée de Rouen. Et le lendemain matin, on prenait le train pour Rouen pour voir le tableau. Et je me souviendrai toujours, toute ma vie, il était avec sa femme et avec un ami qui s'appelle Bernd Geoffroy, qui a d'ailleurs écrit un très bon livre sur le caravaggisme.
nous étions très tranquilles, on ne disait rien du tout, et on a vu Longhi tourner autour du tableau comme ça, puis pof, on a vu l'attribution naître, on a vu la naissance d'un Caravage. Ça, vraiment, c'est pour moi un souvenir absolument inoubliable. Et il avait raison, et il nous a expliqué pourquoi. Ce n'était pas uniquement une intuition comme ça, sentimentale. Il nous a expliqué que quand on regardait de biais, on voyait très bien que Caravage avait non pas dessiné sur la toile, sur la préparation, avec un pinceau ou avec un crayon, il avait tracé avec la partie pointue du pinceau les lignes générales. Et que ce creux dans la préparation était légèrement visible. Et ça, évidemment, c'était la preuve absolue que c'était un original. Alors, un autre grand historien d'art qui compte beaucoup à la même époque, ils étaient contemporains, alors tout à fait différent à tout point de vue, c'était Richard Hoffner, qui était un des grands professeurs de New York. À l'époque, il ne faut pas oublier que Harvard, Princeton, New York avaient déjà des très grands professeurs d'histoire de l'art. Ça comptait énormément. Lui était à New York et il passait la moitié de son temps entre Florence et New York. Et contrairement, là où je l'ai connu aussi, contrairement à Longhi qui donnait tout comme ça, il était un peu frustrant. Moi aussi, j'arrivais avec mes petites photos en disant qu'est-ce que c'est ça? Alors, il regardait, non, ça n'est pas du maître. Et c'est tout. Ou bien, ah, ça, je connais le maître. Et c'est tout. Alors voilà, c'était un petit peu pour un jeune homme un peu frustrant. Bref, il a quand même eu, c'était un œil extraordinairement fin. Et il a commencé, et ça continue, un corpus de la peinture florentine qui est toujours en fabrication. Ses élèves ont continué et d'autres élèves ont continué pour faire un corpus très complet de la peinture florentine, essentiellement du Trecento. Et il a créé, lui aussi, des maîtres à partir de tableaux dispersés avec des attributions diverses. Je vous en montre deux. Le maître de la Pietà Fogg, vous voyez la Pietà Fogg est en fait un petit tableau de près d'elle, et au contraire un grand tableau, une grande maestà qui est à Filline, dans le Val d'Arno. Et il a créé ce maître avec d'autres tableaux et qui ensuite s'est enrichi encore. Et il a également créé cet autre maître qu'il a appelé le maître des panneaux Barberini, à cause des deux tableaux qui sont en haut, l'un à New York, l'autre à Boston, qui avaient été vendus dans les années 35 ou 36, 1935-36, par la famille Barberini, qui avait donné à l'État italien la galerie Barberini, et quelques tableaux très importants, comme la Fornarina de Raphaël, mais en échange avait obtenu l'autorisation de sortir quelques tableaux. Et les Italiens, évidemment, regrettent beaucoup que ces deux tableaux soient sortis. Ils ont été rapprochés récemment à l'occasion d'expositions. Alors, il a donc créé ça avec d'autres tableaux encore, montrant que c'était un très grand maître, 1470, quelque chose comme ça, donc évidemment proche de Piero della Francesca, avec des rapports aussi avec la culture des Marches, marchigiana, et avec Florence. Mais Hoffner était un obsédé de l'exactitude. Il avait un œil admirable, mais très sévère. Dès qu'un tableau présentait quelques imperfections, il le rejetait en disant c'est un workshop, un travail de l'atelier, ou c'est un follower, et avec un excès tel que son influence aux États-Unis continue à se manifester dans les pays anglo-saxons jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'il a dit les fresques de la basilique supérieure d'Assise ne sont pas de Giotto, le crucifix de Santa Maria Novella n'est pas de Giotto, une bonne partie des Américains, encore aujourd'hui, suivent cette désattribution qui est très excessive. Moi, je ne partage pas du tout cet avis. Et il a créé, après lui, si vous voulez, à travers ses héritiers, un fossé pour les spécialistes du Quattrocento, entre ceux qui croient que Giotto a fait les fresques d'Assise et ceux qui n'y croient pas. Je ne vous cache pas que personnellement, moi je suis persuadé qu'il a tort et que c'est vraiment Giotto qui a fait incontestablement les deux œuvres, avec peut-être l'atelier pour les fresques, et qu'aujourd'hui, les amis américains que j'ai sont du même côté. Il y a vraiment un passage entre les deux. Vous recevrez bientôt Keith Christiansen, qui est un de ceux respectables, donc, qui pense que Giotto est l'auteur des fresques d'Assise. Alors le résultat de ça, c'est que cette sévérité américaine, qui n'est pas absurde, n'est-ce pas, parce qu'il est certain qu'il y a eu à la même époque, dans les années 30, 40, etc., un abus d'attribution facile, commerciale, donné souvent par des certificats, même par les plus grands noms, qui disaient ce tableau est de Giotto, pof, et puis c'est tout, et qui touchait une somme.
et qui jamais n'aurait publié le tableau dans une revue ou dans un livre. C'était purement commercial. Et Dieu merci, les conservateurs n'ont pas le droit de faire de certificat, et j'espère que ça durera éternellement. Pas d'expertise. Donc, ils ont, à ce moment-là, se sont multipliés ce genre de pratiques tout à fait discutables, évidemment. Donc, le fait d'être un peu sévère était un peu le contrepoids de cet excès d'amabilité de certains historiens. Et je vous montre ce tableau parce que, précisément, ça a été une des victimes de cette excessive sévérité. John Popensi, qui par ailleurs était un grand connaisseur indiscutablement de la peinture et de la sculpture, dans son livre qui fait le corpus de Fra Angelico, le met comme workshop of Fra Angelico. Or, c'est un chef-d'œuvre de Fra Angelico, c'est le chef-d'œuvre de la première moitié de sa vie, qui est une œuvre d'une invention, d'une qualité picturale et d'une invention stylistique et sentimentale aussi extraordinaire. Vous voyez donc le danger de l'un et de l'autre. Alors maintenant, passons à la France avec un autre grand, un peu plus jeune que ceux que j'ai cités, Sterling. Il est mort maintenant, mais enfin il était d'une génération un peu après, donc qui est Charles Sterling, qui a été conservateur au Louvre pratiquement toute sa vie et qui était aussi professeur, enfin qui a eu une carrière longue et qui s'est consacré, après avoir travaillé sur le XVIIe français, et notamment sur Georges de la Tour, Le Nain, etc. Il est un des auteurs principaux d'une exposition qui en France est très célèbre parce qu'elle a fait date, qui est une exposition faite en 1934 à l'Orangerie, qui s'appelait « Les peintres de la réalité en France au XVIIe siècle » et qui était la révélation qu'il n'y avait pas que Poussin et que Claude Lorrain ou que Lebrun, mais qu'il y avait aussi une tendance naturaliste, réaliste dans la peinture française. Après cela, il a donc décidé de changer et de se consacrer à la peinture française qui avait besoin de cela, qui était très mélangée. Il y avait beaucoup de tableaux qui étaient attribués à l'Espagne, par exemple, ou au contraire. Enfin, il y avait tout un mélange. Il a clarifié tout ça et il a établi, jusqu'à la fin de sa vie, il a travaillé jusqu'à un an avant sa mort, il a continué à publier des articles, des livres pour définir la peinture française. Et là aussi, j'ai beaucoup travaillé avec lui. C'est un homme, d'ailleurs, j'ai choisi cette photo parce que c'est tout à fait lui. Il aimait convaincre. Donc, j'étais de ceux qu'il faisait venir quelquefois le soir chez lui pour, quand il avait un article qui allait arriver, il voulait le dire d'abord. Alors, il prenait les photos, les documents, et puis il essayait de convaincre. Et si ça marchait, s'il voyait que la réaction était bonne, alors il continuait. Il aimait convaincre. Et une de ses obsessions, c'est de convaincre tous les historiens d'art que la fameuse Pietà d'Avignon, de Villeneuve-les-Avignon du Louvre, qui était un tableau extrêmement célèbre, qui avait été attribué à toutes sortes de gens, y compris Bermejo, par exemple, ou à Durer, enfin des attributions absurdes, était en fait une œuvre de la même main que le fameux couronnement de la Vierge, qui est documenté d'Enguerrand-Carton, donc qui est certain, peint en 1452-54, et qui est aujourd'hui à Villeneuve-les-Avignon. Et il n'a pas encore convaincu tout le monde. Il y a encore des historiens d'art qui ne sont pas d'accord. Ensuite arrive une autre affaire, où il n'est pas le seul à avoir participé à cette affaire, qui est un peu longue. Oui, excusez-moi, je suis loin d'avoir fini. Donc, qui concerne aussi la création d'un nouveau maître à partir de peu de choses, qui est Barthélemy Deck. On a, après la Première Guerre, réussi à prouver que les tableaux que vous voyez en haut, la grande Annonciation, qui est aujourd'hui dans une église d'Aix, avait de chaque côté deux volets, enfin deux panneaux, des volets parce qu'ils se pliaient, Saint-Jérôme et Jérémie, qui étaient de chaque côté. Malheureusement, le panneau de gauche est entre deux musées, entre Amsterdam et Rotterdam, le panneau de droite est à Bruxelles, que c'était un maître de tout premier ordre, évidemment de formation flamande, c'était évident, et on a beaucoup hésité, on a beaucoup écrit, jusqu'à ce que Louis Demont, que j'ai déjà cité, dise « mais il y a un tableau à l'autre bout de l'Europe, à Naples, qui ressemble beaucoup, qui est le tableau que vous avez à droite, qui était d'un peintre napolitain qui s'appelle Colantonio. » Et à partir de ça, on a augmenté l'œuvre. Je vous montre très peu de choses, malheureusement, de ce grand artiste. On a trouvé successivement des œuvres toutes anonymes, qui toutes se raccrochaient au même artiste. D'abord, on a constaté que le manuscrit très célèbre de Vienne,
qui illustrait un roman courtois du roi René. Le roi René qui avait été à Naples, qui était le René d'Anjou, qui avait été roi de Naples pendant 4 ans, et qui était revenu en Provence, qui était installé à Aix-en-Provence. Et qui a écrit donc ce roman qui a été illustré par un artiste admirable, plutôt français celui-là. On a démontré que c'était le même artiste que celui qui avait peint l'Annonciation. Ça, c'est Jacques Dupont, après la guerre, la Setsi, qui a fait cette démonstration. Puis petit à petit, on est remonté, et chaque fois, on tombait sur le roi René. À gauche, vous avez une feuille d'un album qui a été malheureusement dispersé, d'une chronique qui reprend à peu près textuellement des personnages qui s'est trouvé à Naples vers 1440, dans une série également, c'est trop compliqué, je simplifie, qui également orientait vers Naples la chose. Donc, un artiste très proche du roi René, ayant été à Naples, très certainement, rapport avec Colantonio, rapport avec la chronique Coquerel, petit à petit est arrivée l'idée que c'était un certain Barthélemy d'Eck, qui était un flamand d'origine, installé en Provence, et qui a toute sa vie suivi le roi René. À Naples, en Anjou, en Provence, et maintenant on est à peu près certain que l'identité de ce grand artiste est certaine, et on lui attribue maintenant un tableau comme le très célèbre portrait de 1456 qui est dans la galerie de Liechtenstein et qui était attribué autrefois à Jean Fouquet. Alors, le dernier de mes historiens d'art, donc maintenant, c'est Zéry, qui est mort il y a 10 ans seulement, et qui a eu une carrière extrêmement brillante. Lui aussi était un personnage qui jouait volontiers aux stars, enfin qui était une vedette, et qui aimait beaucoup la télévision et qui était extrêmement brillant, mais qui était un extraordinaire connaisseur. Je vous ai montré volontairement quelque chose que vous avez déjà vu, pour le maître des panneaux Barberini, pour vous montrer comment, l'étape suivante, on crée un maître anonyme qui s'enrichit petit à petit, et différents indices permettent de dire que ce maître est Fra Carnevale. Donc là, je simplifie également la démonstration, et l'une des clés, c'est ce que vous voyez en bas à gauche, c'est le lit qui est toujours en place d'ailleurs, au Palais ducal d'Urbino, qui était le lit de Frédéric de Montefeltro, le grand commanditaire de Piero della Francesca. Et ce lit, le décor, est évidemment de la même main que les tableaux de la série Barberini. Alors maintenant, après ce très rapide et trop long histoire de certains des grands connaisseurs, on va essayer de voir quels sont les sauts dans l'espace, dans le temps, qu'ils ont eux-mêmes révélés par leurs attributions. Alors on part de l'idée que maintenant, l'artiste, enfin le connaisseur donc est dans son champ libre et il fait des découvertes tout à fait étonnantes. On voit un exemple parmi d'autres, un mouvement. Alors celui-ci dans l'espace, pas dans le temps. Le tableau à droite, très célèbre tableau de Vienne, a longtemps été attribué à Bruegel, ce qui était évidemment idiot, enfin c'était beaucoup trop tard. En revanche, autour de Van Eyck, jusqu'à ce que Otto Pecht, qui était un très grand connaisseur de manuscrits, surtout médiévaux, je fais une parenthèse pour dire que Otto Pecht avait même dit que le chœur d'Amour et Prix était non seulement écrit, mais peint par le roi René. On sait en effet que le roi René était peintre. Je ferme la parenthèse. Donc, un changement assez dramatique. Autre changement, alors là, c'est donc de la France, enfin du moins des Flandres, en quelque sorte, à la France. Là, c'est de la France à l'Espagne. Ça, c'est la présentation, elle est provisoire, puisqu'on connaît 4 tableaux de ce retable, et pas plus, et il n'est pas sûr qu'ils étaient présentés de cette façon-là, puisque, comme vous le savez, les peintres hispano-flamands aiment les compositions en hauteur, contrairement aux flamands. Alors, les 2 tableaux du sont au musée de Lyon, ils étaient attribués à l'école d'Avignon, à l'école de Provence en général, au Rhône, enfin, autour de 1490 à peu près.
Et quand j'ai fait une exposition en 1963 j'étais pas seul, on a fait une exposition sur les tableaux espagnols dans les musées de province français. J'ai un peu étudié les tableaux et j'ai vu qu'ils faisaient partie, évidemment, qu'ils étaient de la même main, du même retable que les deux tableaux qui sont à côté au musée archéologique de Madrid. Et donc j'ai pensé qu'on pouvait l'appeler le maître de Santa Clara de Palencia, puisque effectivement les deux tableaux de Madrid viennent du couvent de Santa Clara de Palencia. Sterling, qui avait publié les deux tableaux du haut comme l'école d'Avignon, a reconnu que j'avais raison, mais il a nuancé, et à mon avis très bien, l'attribution en disant attention, il a trouvé un document qui fait que on sait que Jean Changenay, qui était un des grands peintres de l'école d'Avignon, le principal peintre de l'école d'Avignon à la fin du XVe siècle. Il reste peu d'œuvres de lui, mais beaucoup de commandes ont été faites à lui. Et dans un des documents, on voit qu'il a eu comme élève et assistant pendant 3 ans un certain Juan comme vous le voyez, de Nalda, donc, qui s'est formé donc, là et qui ensuite est revenu en Castille. Donc on peut penser que les tableaux ont été faits par cet artiste formé dans le milieu, disons, fiamingo français de la Provence pour s'installer ensuite en Castille. Mais ça n'est qu'une hypothèse, évidemment. Alors, autre exemple de saut à l'intérieur de l'école italienne, mais pour les spécialistes qui a beaucoup frappé également, ça c'est une idée de Zeri, il y avait 2 Donato. Celui de droite était signé, Donato, comme étant, et au Ghetto métropolitaine, on a longtemps identifié ce Donato avec un certain Bragadin, bien vénitien comme nom, Donato Bragadin, donc vénitien vers 1430-40. Jusqu'à ce que Zeri reconnaisse le même artiste, qui s'appelait aussi Donato, mais Donato de Bardi, qui était en Ligurie, donc du côté du Piémont, et à Gênes même et à Savone, et recompose, et a une œuvre importante, maintenant il y a au moins une quinzaine d'œuvres autour de cela, et de façon tout à fait convaincante. Alors, changement également alors, là, de siècle. Là, on est vraiment encore plus fort dans les sauts. Ces 2 fameux tableaux qui sont en haut, qui sont des fragments au musée, à la Pinacothèque nationale de Sienne, attribués partout et reproduits partout, comme Ambrogio Lorenzetti et parmi les premiers tableaux de paysages purs, si on peut dire. Et Zeri a eu l'idée de dire pas du tout, ça n'est pas ça, c'est Sacetta. Beaucoup plus tard, un siècle plus tard, donc 1424-25, donc au moment où Sacetta faisait un grand retable pour la corporation de la laine, l'Arte della Lana, de Sienne, et dont la plupart des éléments l'après d'elle existent, mais pas le panneau central. Et dans le panneau central, qui a disparu, on décrivait que la partie basse, c'était l'Eucharistie qui était représentée. Il y avait un grand paysage avec des fleuves, et avec un fleuve, et des châteaux et une ville. Et de façon assez convaincante, Zeri a montré que c'était sans doute des fragments. En bas, c'est une reconstitution un peu amusante, si vous voulez, de ce que pouvait être l'ensemble du paysage avant qu'on le coupe en morceaux. Alors, autre chose qui c'est moins spectaculaire, et là, ce n'est pas un grand connaisseur, parce que c'est tellement évident, il y avait chez Cailleux, qui était un des grands marchands parisiens de l'après-guerre, d'avant-guerre et après-guerre, qui avait uniquement des tableaux du XVIIIe siècle, français ou italiens, Tiepolo, Chardin, etc., et qui avait sous le nom de Fragonard le tableau qui est à droite et que nous sommes empressés d'acheter pour le Louvre, sachant que c'était un tableau qui était un siècle plus vieux, donc qui était de Claude Vignon, le peintre caravagesque qui a été à Rome, enfin qui était bien connu. Donc, et on comprend en voyant les deux qu'on ait pu se tromper. Alors maintenant, admettons que l'attribution est au point, on a un tableau attribué, en tout cas de façon convaincante. On va voir quelques images de la façon de regarder un tableau pour le connaisseur et de voir s'il ne va pas dans le tableau, et s'il y a quelque chose qui ne va pas, qui choque l'œil. Et c'est le cas du tableau à gauche, celui-ci, qui était au musée, dans la galerie Borghese, comme une Sainte Catherine de Raphaël. L'attribution a été acceptée, mais où Longhi a dit c'est pas possible, ce gros machin c'est pas possible, ce gros foulard, cette draperie c'est pas possible, et qui a fait ce dessin. C'est assez extraordinaire quand même, hein,
Et quand on a nettoyé, on a trouvé ça. Alors, il n'avait pas prévu la licorne. Enfin, quand même, c'était déjà pas si mal que de deviner, sans les rayons X, évidemment, simplement par l'œil, ce que devait être l'original de Raphaël. Il avait compris qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Le même Longhi, excusez-moi de citer beaucoup Longhi, j'ai une telle admiration pour lui que je ne peux pas m'en passer, à propos de quelques tableaux de Berlin qui, visiblement, avaient été un peu arrangés. Très beaux tableaux, mais qui avaient été un petit peu améliorés au XIXe siècle. C'est le cas du tableau qui est à gauche, la mise au tombeau, qui fait partie d'un petit polyptyque portatif, dont un tableau est au Louvre et le reste est au musée d'Anvers, et qui tous sont sur fond d'or, sauf celui-ci. Et Longhi a dit non, c'est pas possible du point de vue d'ailleurs du style même de ce paysage romantique, c'est pas possible au XIVe siècle, et c'est pas possible du point de vue du style et de la technique, puisque tous ces tableaux étaient sur fond d'or. Donc maintenant, on est d'accord avec ça, et on a fait les analyses, et évidemment, il avait raison. Alors, autre cas de modification d'image, c'est là un tableau du Louvre, une modification aussi pour des raisons sans doute esthétiques. La fenêtre ici, la baie qui est ouverte, nous l'avons regardée au rayon X, il n'y a rien, c'était vide. Et au XVIIe siècle, un artiste ou un commanditaire a demandé à un artiste de compléter le tableau avec ce très joli paysage qui est sous l'influence d'Alzheimer et peut-être par un élève comme Koenig du peintre allemand. Donc c'est une sorte d'embellissement de l'œuvre. Autre raison, cette fois pour des raisons, disons, de vente, commercial pur. Donc, je ne sais pas si vous le voyez suffisamment. Oui. Le tableau était comme ça, dans le commerce entre les deux guerres, et on voit bien que quand on a nettoyé le tableau, on a trouvé un crâne, et que c'est pour des raisons, là encore, commerciales. Les crânes, c'est pas facile à vendre, c'est certain. Donc, que le marchand a demandé qu'on couvre ce cadre pour transformer une vanité métaphysique en une nature très paisible et sans problèmes sentimentaux. Alors, autre regard qu'il faut poser souvent, c'est quand on a un tableau devant soi, c'est est-ce entièrement de la main? Dans certains cas, c'est assez facile à voir, il y a des éléments faits par l'atelier, si vous voulez. Bon, ça, c'est facile de reconnaître, ils sont un peu plus faibles, parce que c'est beaucoup le cas chez Rubens, par exemple, parce que la production était considérable. C'est aussi très facile de voir quand deux artistes, volontairement, et quelquefois ils signent tous les deux, font ensemble un tableau. Bon, un exemple parmi des centaines et des centaines à gauche, d'un Rubens, donc avec la couronne de fleurs de Bruegel de Vloer, et en haut, ça c'est plus récent, la découverte de cela, les Muses de Le Sueur, qui font partie d'un grand décor fait à Paris vers 1640, et dont les arbres ont été faits par Patel, qui était spécialiste, qui était un paysagiste. Ça c'est simple. Là c'est beaucoup plus compliqué. Là encore, excusez-moi, c'est toujours Longhi. Je ne m'excuse pas d'ailleurs. Donc, ça, c'est un des tableaux les plus célèbres des offices, la Sainte-Anne protégeant la Vierge et l'enfant, entourée d'anges, donc de Masaccio. Et quand il a travaillé sur les deux, il a fait un gros article, comme un livre juste avant la guerre, qui s'appelait Fatti di Masaccio et di Masolino, ou di Masolino et di Masaccio. Il a réussi à beaucoup regarder les fresques de la chapelle Brancacci, Carmine, l'œuvre la plus célèbre de Masaccio et Masolino, et a distingué assez clairement, dans les mêmes compositions, des morceaux qui sont de Masaccio, des morceaux qui sont de Masolino. Il a fait la même chose pour ce tableau, qui est peint vers 1425, disons, et a, de façon très convaincante, démontré que seule la partie principale et un des anges, celui-ci, sont de Masaccio, le reste plus doux, plus souple, plus élégant aussi, moins fort, et de Masolino. Là aussi, on avait, pendant des siècles, considéré qu'il y avait un seul artiste responsable de la composition, ce qui n'enlève rien ni à l'un ni à l'autre. Alors aussi, il faut beaucoup se poser de questions quand on regarde un tableau, quand il s'agit d'un fragment, d'un morceau, en quelque sorte. Là aussi, on retrouve Zeri, qui était un des champions de
ce que nous appelons entre nous les puzzles du connoisseurship, c'est-à-dire les petits morceaux dont il faut retrouver les autres composant un même tableau. Et pour Giotto, il a trouvé, comme ça, dans un petit musée, sans beaucoup d'attributions, à San Diego, en Californie, ce petit bout, il a tout de suite compris que c'était ça, qui surmontait la partie centrale du fameux politique Baloncelli, qui est dans la chapelle Baloncelli à Santa Croce, et que, pour des raisons sans doute de présentation, et ça, pas de conservation, de présentation, quand on a voulu mettre un cadre plutôt du Quattrocento, on a coupé le haut qui dépassait tout simplement. Et il a également retrouvé, du même Giotto, la partie supérieure, le Christ, la simèse, comme on dit, du grand crucifix de Rimini, donc, qui est aussi un chef-d'œuvre de Giotto, rendu à Giotto par Longhi et couronné par Zeri. Ça, c'est une petite histoire personnelle, il faut bien que je montre un peu des trucs que j'ai faits. Donc, c'est un petit puzzle qui est assez amusant, puisque vous avez ici, il manque un tableau, évidemment, il manque une partie qui est là. Donc, ce sont 4 histoires qui montrent des saints qui tous ont, à un moment ou à un autre, mené une vie érémitique. Ici, c'est sans doute Saint-Augustin, Saint-Benoît, évidemment le plus célèbre des ermites, Saint-Grégoire qui refuse la papauté pour rester donc dans son ermitage, et Saint-Romuald qui empêche l'empereur, je ne sais plus ce qu'avait fait l'empereur, mais il avait fait des choses horribles, d'entrer dans le couvent. Donc 4 scènes illustrant des vies et il se trouve que j'ai trouvé par hasard dans une collection privée en France le morceau qui permet de relier le tout. Absolument, ça a été, vous voyez, ça a été scié vraiment tout à fait directement. On a ici nettoyé la partie que vous voyez ici, qui avait été refaite, et on a retrouvé la suite des différents palais de la ville auprès de laquelle Saint-Grégoire est assis. Donc maintenant, il faut trouver le dernier. On a la ligne d'horizon qu'on aperçoit ici d'ailleurs. Alors je pense qu'il y avait une île ici, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un trouvera. Et là, nous sommes vers 1430-35 dans l'atelier de Fra Angelico. Ce n'est pas une thébaïde, comme beaucoup de tableaux de ce type. C'est des scènes de la vie qui ne se passent pas à Thèbes, en thébaïde, mais des scènes de la vie érémitique. Alors, encore un ou deux cas de tableaux qui se complètent. Ça, c'est une découverte assez récente. Évidemment, le musée Correr regrette de ne pas avoir pu acheter la partie supérieure des très fameuses courtisanes, dites courtisanes, parce qu'en fait, il est très possible que ces 2 dames aient été tout à fait respectables. Donc, la partie supérieure, donc, d'un panneau qui était de cette largeur. Il n'a pas été coupé sur les côtés. Et c'est donc le tout-puissant Getty Museum qui l'a acheté et qui donne à la composition une toute autre respiration, puisque en haut, vous avez une scène de chasse en mer, sur la lagune, et en bas, donc, une scène davantage intime. Alors ça, c'est une histoire tout à fait actuelle, car les 2 tableaux, celui qui est à gauche, collection privée à New York, et celui qui est à droite, Montpellier, sont actuellement, encore pendant quelques mois, côte à côte, comme vous les voyez là, donc exposés au musée de Montpellier. Et le musée de Montpellier essaie désespérément de trouver l'argent pour acheter la partie gauche et que cette association demeure. Parce que c'est une composition, comme vous voyez, très extraordinaire, très en largeur, ce qui est assez rare pour l'époque. L'époque, c'est assez voisin de la première de vos bacchanales ici au Prado. C'est la même période, donc assez tôt dans la carrière romaine de Nicolas Poussin. Prions ou donnez de l'argent, tous si vous voulez, pour que le musée de Montpellier puisse acheter, genre qu'il leur reste encore 2 ou 3 mois pour trouver la somme. Oremus. Alors ça, c'est une histoire qui se termine bien. J'espère que ce sera le cas pour la précédente. Ça aussi, c'est le hasard. Nous avions depuis toujours au Louvre ce tableau qui avait été étudié par beaucoup d'historiens, qu'il attribuait à un peintre parisien vers 1470 environ, pour différentes raisons stylistiques. On devinait qu'il se passait qu'à droite, il manquait quelque chose. Et un jour, un des conservateurs du Louvre, allant visiter un restaurateur en ville, voit la partie droite qu'il a chez ce restaurateur. Et le restaurateur, d'ailleurs, hommage
il n'y a pas que des grands historiens d'art qui ont de l'œil, avait dit mais ça ressemble beaucoup à votre résurrection de Lazare. Et c'était effectivement la partie qui manquait, en parfait état. On a pu l'acheter et le rejoindre. Donc là, l'histoire s'est bien terminée et on comprend mieux la composition qui est parfaitement équilibrée entre l'un et l'autre. Alors évidemment, dans ces histoires de recherche de petits tableaux dans le monde entier, il y a les polyptyques, qui est un sport parfaitement agréable à mener. On s'envoie entre spécialistes de tel ou tel artiste, on s'envoie les petits morceaux. Maintenant, grâce aux emails, c'est formidable, on a les petits clichés tout de suite, en disant est-ce que tu crois que c'est un petit morceau de tel retable ou de tel polyptyque? Et alors, je vous en montre quelques exemples rapidement. Celui-ci, c'est un exemple un peu historique, parce que c'est la première fois vraiment qu'on le fait physiquement. Là, j'ai rajouté la couleur simplement sur l'image de Longhi pour être plus compréhensible, où Longhi avait, quand il a fait ses travaux sur le Ferrare, le fameux Officina Ferrarese, qui est de 35 ou 36, j'ai oublié, a recomposé complètement le retable Grifoni, qui était fait pour la famille Grifoni, pour l'église San Petronio à Bologne. On connaissait les trois tableaux. Ça, c'est un tableau qui est à Londres. Les deux de chaque côté sont à la Brera. Le reste était inconnu. Enfin, inconnu. On les connaissait, mais on ne savait pas qu'ils appartenaient au même retable. Et Longhi a proposé que les trois tableaux qui sont en haut, qui sont maintenant réunis à Washington, les deux tableaux qui sont de chaque côté, qui sont dans la collection Cagnola, la fondation Cagnola près de Milan, et ces petits personnages qui sont de chaque côté, répartis entre plusieurs musées, il y en a 2 au Louvre, etc. Et la Predel, qui est ici et qui est à Dresde, faisait partie du même retable. Et après cette publication, on a trouvé ce dessin, donc, qui était un dessin du début du XVIIIe siècle, avant le démantèlement, qui donnait complètement raison à Longhi pour l'essentiel. Donc, si vous voulez, la preuve formelle, positiviste, comme on dirait, d'une intuition d'un grand connaisseur. Quelques exemples également en passant, donc pour montrer que le phénomène est dans toute l'Europe au XVe siècle. Ne parlons pas d'Espagne. Alors évidemment, en Espagne, il y a eu beaucoup moins de destruction de grands retables qu'en Italie ou en France. Donc il y a encore, heureusement, beaucoup de retables qui ont conservé l'essentiel de leurs panneaux. Alors, ceci est à Gênes, les trois du bas sont à Gênes, au Palazzo Bianco, ceci est au Louvre, ceci est à Francfort, et les deux sont au Metropolitan Museum. Et c'est un grand retable que n'avait pas reconnu encore Friedlander, qui a été fait pour une église, un couvent près de Gênes, Cervara, et qui prouve une fois de plus que l'importance qu'a eu la peinture flamande dans cette région de l'Italie. Un ou deux exemples également espagnols, c'est formidable. Ça, c'est un des artistes, Bermero, dont vraiment je regrette que le Louvre ne possède pas de tableau. Nous avons heureusement plusieurs tableaux importants des autres grands maîtres du XVe, mais il manque Bermero. Donc avec au centre le tableau qui est à Boston, évidemment, et la succession des tableaux, ceux qui sont restés sur place et ceux qui sont aujourd'hui donc dans des musées à San Diego, Californie, et maintenant à Bilbao. Autre chef-d'œuvre de la peinture en Espagne, ce tableau de Juan de Flandes. Alors, je ne sais pas si on a retrouvé ce tableau-là. On connaît sa photo, qui a été retrouvée. Le tableau était à Budapest avant la guerre, avec cette photo. Je ne sais pas si on l'a retrouvé depuis. Les autres, comme vous voyez, sont partagés entre plusieurs. Alors, pour conclure, c'est difficile de conclure, j'ai déjà été trop long. Simplement, la conclusion, est une conclusion, si vous voulez, comment dire, de tolérance. En France et aux États-Unis, on considère que l'attribution s'est dépassée. On sait tout maintenant. Maintenant, il faut discuter vraiment sur ce qu'a voulu l'artiste, sa place dans la société, sa psychologie, grâce à la psychanalyse, sa fonction sociale et historique grâce au structuralisme, etc., etc. Bon, c'est bien, il faut le faire, et ce type d'interprétation est nécessaire maintenant, effectivement. Souvent, ça donne lieu à, évidemment, des interprétations un petit peu bouffonnes, mais enfin, passons. Et donc, ce groupe d'historiens d'art, qui sont en général d'ailleurs des universitaires, que je respecte, je ne critique pas du tout, méprisent complètement le travail du connaisseur, du conservateur et du connaisseur en général, en estimant que c'est au mieux du positivisme. Et je trouve vraiment qu'il faut que, absolument, les deux puissent exister en même temps. Je crois que vraiment, je plaide pour ça en France, que les deux façons de faire l'histoire de l'art, et
L'un qui est plutôt la façon dont les conservateurs le pratiquent, et l'autre plutôt, disons, les universitaires, je simplifie excessivement, peuvent absolument cohabiter, s'enrichir l'un l'autre, coïncider, se compléter, et qu'il ne faut absolument pas de cette... Vraiment, en France, c'est grave, hein, c'est pas du tout une plaisanterie. Il y a des articles à ce sujet, donc, et des colloques qui disent « attributionnisme, c'est fini, on n'en veut plus ». Alors moi, je dis toujours, le mot attributionnite, un petit air de maladie, enfin, on peut avoir une attributionnite comme on a une bronchite. Bon, eh ben, simplement, je dis aux conservateurs, si c'est une maladie, j'espère qu'elle sera vraiment contagieuse. Bon, alors, deuxième point, et c'est là-dessus que je vais conclure avec quand même une belle image, dans tous les problèmes d'attribution, il faut également rester prudent. Pensez qu'on n'a pas tout, effectivement, décidé, une fois pour toutes, que l'historien d'art, connaisseur ou pas, doit toujours se reposer la question, et qu'il est bien qu'il reste dans le champ des mystères ou des choses non résolues un certain nombre de chefs-d'œuvre. Il est bien, me semble-t-il, qu'on ne sache pas très bien quel est le sujet précis de la tempête de Giorgione à l'Académie de Venise, bien que des livres entiers aient été écrits sur lui. Il est bien qu'on ne sache pas très bien ce que veut dire la flagellation du Christ de Piero della Francesca Urbino. Il est bien que devant ces tableaux-là, on hésite. Certains disent, c'est mon cas, les deux sont de Tiziano. Certains disent, les deux sont de Giorgione. Certains disent, c'est des tableaux commencés par Giorgione et finis par Titien. Et je crois que c'est sur non pas sur le doute, mais sur l'ouverture d'esprit, la curiosité d'esprit, que je termine cette trop longue conférence.